Beru arrête son attaque contre Suho et se prend un uppercut. En se soignant, Beru fonce en avant et attaque, mais Suho esquive, détruisant le sol derrière lui. Pleurant encore et interrompant son assaut, Suho le frappe au visage et se demande « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce type ?» Poussant un cri strident et avouant avoir baissé sa garde, Beru s'effondre. Suho reprend son souffle, disant qu'il a eu beaucoup de chance. Il monte de plusieurs niveaux. Il trouve la fourmi étrange, car elle n'arrêtait pas d'hésiter et laissait plein d'ouvertures au lieu d'attaquer. Grâce à ça, il a pu gagner. Remarquant une autre porte, Suho pense qu'il ne montera plus de niveau, alors peut-être qu'il peut rentrer chez lui. Mais en la traversant, il se retrouve dans un monde rempli de bêtes magiques. Sautant en avant, il foudroie les orques et frappe les dragons. Un naga tente de le transpercer, mais Suho esquive le trident et l'envoie voler rapidement. Puis un géant attaque, mais il bloque l'attaque, brisant sa lame. Il court le long de son bras et lui fait sauter la tête. Atterrissant de façon super-héros, des orques montés sur des ours de glace foncent sur Suho, mais il bondit à leur niveau et les bat tous. Continuant sa course, des orques tombent du ciel, mais Suho les esquive jusqu'à ce qu'un dragon attaque qui l'évite également. En levant les yeux, il voit un ciel rempli d'orques chevauchant des dragons et il se demande s'ils veulent vraiment un combat aérien. L'un d'eux fonce sur lui, mais Suho lui met une claque magistrale et le malmène avant de prendre son dragon pour attaquer les autres. Soudain, un œil géant apparaît et des titans surgissent. Et cette histoire parallèle continue. Après l'apparition des titans, leur chef déclare que cela fait maintenant 30 ans qu'il a rejoint l'armée du monde du repos. Dans ce jeu où seuls les commandants peuvent participer, le fait qu'on l'ait autorisé à venir sous cette forme signifie que son seigneur le considère comme un grand guerrier. Il est peut-être le jeune maître, mais il se demande s'il sera capable de résister à toute sa puissance. Mais Suho lui tranche la tête en lui demandant s'il a dit quelque chose, puis il détruit tous les titans à une vitesse terrifiante. Soudain, un sort est lancé. Quelque chose l'écrase et le plaque au sol. Submergé par cette pression, Suho se demande si c'est l'œuvre de cet enfoiré. En y repensant, le chevalier et la fourmi avaient tous deux l'apparence du nombre. Ils doivent être les boss d'étage. Alors qu'il s'écrase au sol, Suho pense qu'il doit s'en débarrasser. Mais soudain, 3 anciens dragons apparaissent, tous sur le point de cracher du feu. Il réalise alors qu'il existe 3 autres monstres ombres de ce type. Les dragons crachent leurs flammes sur Suho, mais il s'élance dans les airs, transperce la poitrine de l'un d'eux et se téléporte entre les 3. Il charge son poing, mais est violemment frappé par une queue et projeté brutalement au sol. Repoussant un orque d'un dragon d'un coup de pied, il prévoit d'éliminer d'abord le plus gênant. Mais à sa surprise, Crow lance une gigantesque flamme ardente formant une sphère qu'il envoie au loin. Sans même toucher Suho, l'attaque désintègre une montagne avant d'exploser violemment. Choqué en voyant la scène derrière lui, tandis que Crow pense que maintenant qu'il possède un sceptre, ces explosions sont encore plus spectaculaires. Et cette histoire parallèle continue. Des orques, des ours de glace, des titans, des nagas se font exploser. Suho fait face aux dragons anciens, au chef des titans, à Jima, et aux monstres de la jungle du chapitre 111 dont le nom reste un mystère. Le titan lui demande s'il pensait vraiment que sa dernière attaque suffirait à le vaincre, mais il se fait envoyer valser dans l'espace d'un coup de pied. Le monstre sans nom fonce, déclarant qu'après avoir rejoint l'armée de Jin, il a travaillé très dur pour monter les échelons. Même si personne ne se souvient de lui, il laissera une forte impression et montrera sa loyauté envers son seigneur. Mais ce dernier esquive sa lame alors qu'un dragon prépare un rayon, il fonce alors directement jusqu'au nez du dragon, pensant qu'il ne peut pas les affronter tous avec son niveau actuel d'endurance. Encore un peu. Il doit contrôler sa force un peu plus, la manier avec délicatesse sans en gaspiller une seule goutte, afin de pouvoir affronter de nombreux ennemis et des armées entières seul. Il crée plusieurs points magiques et les balance sur Jima, le chef des titans, les dragons et Forest. Crow active l'hymne de protection et entre en collision avec la puissance de Suho. Mais Suho se téléporte derrière lui et dit que ce serait ennuyeux que tout se termine ainsi, et que si c'est tout ce qu'il a à montrer, alors qu'il disparaisse. Il le pulvérise et Crow disparaît. Même si ses stats n'augmentent pas, il est capable d'utiliser sa puissance de façon bien plus efficace au fil des combats. Soudain, flottant au-dessus de lui, le commandant Bélion apparaît, et cette histoire parallèle continue. Après avoir vaincu l'armée des ombres, Bélion apparaît et Suho comprend immédiatement qu'il est encore plus fort que la fourmi d'avant. Il lui demande s'il peut parler aussi, disant qu'il a une question à lui poser. Il lui demande quelle part de leur force il a combattu, et on lui répond qu'en excluant le château démoniaque, il n'a combattu qu'un 3/1000 de leur armée. Suho est stupéfait, mais il inspire profondément, serre le poing, puis invite le commandant à se battre.
Bélion déclare qu'il a bien grandi, jeune maître. Il se tient là, puis se téléporte soudainement avant de trancher vers Suo, qui esquive en détournant sa lame. Suo demande ce que signifie le jeune maître et si cela a un lien avec la raison pour laquelle il a été entraîné dans ce monde. Si c'était juste maître, alors il pourrait comprendre, mais pourquoi jeune maître? Bélion se téléporte derrière lui et parvient à le blesser légèrement alors qu'il est en plein saut. Suo commence à s'inquiéter en combattant la lame extensible du commandant. Il réalise que l'épée peut se transformer en une sorte de fouet. Il la saisit alors à main nue, ajoutant que même si cette lame est flexible, s'il l'attrape, c'est fini pour Bélion. Fonçant maintenant vers Bélion, les deux s'affrontent, poing contre lame. Suo le frappe du pied, puis esquive en contrebas, disant que si Bélion utilise ses deux bras pour protéger son visage, alors son ventre sera vulnérable. Il plonge et frappe le commandant au loin, provoquant une traînée de destruction. Doutant qu'il soit vaincu aussi facilement, Suo note que le combat pourrait durer des jours à ce rythme. Mais il n'est pas le maître de cet endroit, n'est-ce pas? Oui, ce type est un imposteur. Le vrai maître est là. En regardant un wyvern dans le ciel, une ombre en descend et atterrit au sol. Le monarque des ombres fait face au jeune maître, et cette histoire parallèle continue. Abonne-toi pour la suite. Le monarque des ombres sort ses deux dagues, ce qui surprend Suho. C'est la première fois qu'il voit un ennemi avec une forme humaine. Peut-être qu'il pourrait régler ça en lui parlant. Il essaie de parler avec le monarque des ombres, mais celui-ci l'ignore. Jin se retourne et ouvre un portail. Suho comprend qu'il est donc le dernier obstacle et que s'il arrive à le vaincre, il pourra rentrer chez lui. En un mouvement rapide, la dague et le gantelet entrent en collision. Son adversaire lui entaille la joue avant de lancer une pluie d'attaques, conscient de sa rapidité et de sa force. Et en plus de cela, chaque coup est calculé, chaque attaque exécutée avec technique. À quel point faut-il s'entraîner ou combien de fois faut-il frôler la mort pour atteindre un tel niveau de compétence? Glissant en arrière, Suho refuse de perdre ainsi. Il a déjà porté ses statistiques et ses compétences de combat à leur maximum. Même si son adversaire le surpasse largement en stats, il a encore une chance de gagner. Celui-ci le dépasse sans effort, brise son gantelet, faisant trembler sa main. C'est peut-être un ennemi, mais il le respecte. Surtout, il veut devenir aussi puissant que lui. Alors qu'il tente de frapper dans son dos, une main se pose soudainement sur sa tête et on lui demande s'il a aimé le jeu. En levant les yeux, il reconnaît la voix de son père, juste avant que celui-ci ne lui dise qu'il a encore un long chemin à parcourir, puis le pousse à travers une porte. Suho se réveille soudainement, se lève et se retrouve seul en classe, se demandant si ce n'était qu'un étrange rêve ou s'il a juste trop joué aux jeux vidéo. Il dit qu'il n'arrive pas à croire s'être perdu dans un donjon bizarre où son père était le boss final. Une fille le remarque et lui dit qu'elle va fermer la salle, alors il propose de l'aider. Sur le toit, Jin est surpris que les vestiges laissés par l'architecte puissent être utilisés de cette manière. Ygritte demande s'il est temps de rendre le pouvoir du jeune maître, car de tels tests ont déjà été faits plusieurs fois, mais c'est la première fois qu'il parvient à atteindre Jin. Il pense qu'il a largement réussi. Jin répond que s'il avait seulement cru en sa force et combattu l'empereur dragon, aurait-il pu gagner? Peu importe la puissance que l'on possède, tant que la victoire n'est pas assurée, il faut savoir fuir aussi. Charger sans réfléchir un ennemi puissant, sans évaluer ses chances, c'est complètement inconscient. Ce n'est pas encore le moment, mais il apprendra un jour à utiliser ses pouvoirs selon les situations. Même sans rien savoir, il a réussi à ouvrir la porte après de nombreuses tentatives, sans jamais abandonner. Beru pleure en regardant un papier pendant que Jin se retourne et dit qu'il a quelque chose d'important à faire aujourd'hui, puis demande s'il devrait aller manger en famille quelque part après avoir terminé. Et cette histoire parallèle continue.